la force de Lorentz est égale à QV vectoriel B. C'est une force qui est importante pour le physicien, mais pas tellement pour l'ingénieur. Parce que l'ingénieur, lui, il s'intéresse à des courants qui circulent dans des câbles. Alors, on va supposer que voilà, le câble il est vertical et il est plongé dans un champ magnétique, comme tout à l'heure, B qui est dirigé vers nous, uniforme et permanent. Et ça, on peut mesurer. Il y a des teslamètres qui permettent de mesurer ça. Mais, donc, un courant électrique, c'est des particules qui se déplacent dans le câble. L'ingénieur, il a difficilement accès à la vitesse de déplacement des particules. C'est une quantité qui n'est pas facile à mesurer. Lui, ce qu'il mesure, l'ingénieur, c'est un courant électrique. Alors en fait, on va montrer comment le phénomène physique ici, dans ce paragraphe, on fait peu de calculs, il y a très très peu de calculs. On va juste montrer le mécanisme assez compliqué qui permet de partir de la force de Lorentz que subissent les particules qui se déplacent dans le câble. Comment tout ça, ça se reformule en fonction du courant qui circule dans le câble, que je suppose être un courant continu, dont je nomme grand. Alors on va voir que le mécanisme de cette force, dite de Laplace, bien sûr, est lié à la force de Lorentz, mais il y a quand même une succession de causes et d'effets qui font que la reformulation n'est pas si simple qu'il pourrait y paraître. Alors, imaginons donc, c'est un câble en cuivre, enfin en tout cas en métal. Bon, vous savez que les câbles, les câbles de conduction, en général, sont en cuivre, souvent. Alors, vous savez sans doute que les porteurs de charge qui sont libres de circuler dans le câble, en fait, c'est des électrons. Or, si le courant est dirigé vertical vers le bas, ça veut dire qu'en fait, les électrons, eux, ils sont dirigés vers le haut. Parce que, conventionnellement, courant électrique, ainsi représenté, correspond à un déplacement de porteur de charge fictif, en fait, positif. Ah, il faut que je fasse quelque chose avec le soleil. Alors c'est joli, mais... Donc on reprend, voilà. Donc ces électrons, ils sont libres de se déplacer. Et, en fait, ils sont... Le câble, c'est une maille cristallographique. Et quand les électrons libres se déplacent, ils laissent dans la maille cristallographique en fait des noyaux des atomes qui, eux, sont chargés plus. Parce que ça, c'est des électrons chargés moins, qui se déplacent dans une maille cristallographique. Dès lors qu'il y a des électrons libres, ça veut dire que, puisque la matière est globalement neutre, ça veut dire que les noyaux, en fait, qui sont les nœuds de la maille cristallographique, eux, ils sont chargés plus. Je le représente ici, en fait, en jaune. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Les électrons libres se déplacent avec un vecteur vitesse V qui est lié au courant grand. Du coup, ils sont soumis à la force de Lorentz. Mais leur charge Q, c'est moins E, elle est négative. Donc, le vecteur vitesse V est dirigé vertical vers le haut,
B est dirigé vers vous, ça fait V vectoriel B qui est dirigé vers votre droite, mais comme les électrons sont chargés moins, c'est-à-dire qu'ils vont être déviés vers votre gauche. Ils vont avoir tendance à être déviés. Et en réalité, les électrons, ils vont plutôt se masser de ce côté-ci. On dit que les charges se spatialisent. Du coup, comme ça, c'est plutôt chargé négatif, et que globalement, la matière est neutre, ça veut dire que de l'autre côté, c'est plutôt chargé positif. Comme ça. Les charges sont spatialisées, les moins sont allés là, et elles laissent, comme les moins se sont déplacés, elles laissent à droite une zone qui est plutôt chargée plus. Du coup, comme les charges sont spatialisées, il apparaît un champ électrique, comme ça, qui est dirigé des charges plus vers les charges moins. Et ce champ électrique, on l'appelle champ électrique de Hall. C'est un phénomène physique microscopique qui est en œuvre dans les matériaux conducteurs comme le cuivre. Alors maintenant, regardez ce qui se passe. Puisqu'il y a un champ électrique qui est induit dans le conducteur métallique, qu'on appelle champ électrique de Hall, mais du coup, maintenant, les électrons, qui avaient tendance à être déviés du côté gauche par la force de Lorentz, du coup, elles subissent maintenant aussi la force de Coulomb qui est liée au champ de Hall. Or, un électron s'est chargé moins, donc ça va remonter le champ, ça a tendance à remonter le champ électrique. Et ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, il apparaît en fait un régime permanent dans lequel les électrons subissent simultanément la force de Lorentz qui a tendance à les faire aller vers la gauche, et la force de Coulomb liée au champ de Hall qui a tendance à les faire aller vers la droite. Et à un moment donné, la force nette qui s'exerce sur les électrons s'annule, et du coup, ensuite ils se déplacent de façon rectiligne uniforme, puisque à somme des forces égale 0, leur déplacement devient rectiligne uniforme. Mais il n'empêche quand même que pour arriver à cet équilibre, la force de Lorentz est compensée par la force de Coulomb qui résulte du champ de Hall, il faut qu'il y ait une spatialisation. Il faut qu'il y ait une certaine spatialisation. Ça, c'est pour les électrons. Mais les électrons, ils se déplacent de façon fluide, là-dedans. Si vous avez des molécules d'eau qui se déplacent dans un tuyau, elles ne vont pas entraîner le tuyau avec elles. En revanche, ici, il y a aussi les nœuds de la maille cristallographique, qui, eux, sont positifs, puisque les électrons libres, eux moins, en fait, proviennent de la maille cristallographique qui a des nœuds qui sont chargés plus. Et finalement, la force de la place microscopiquement, en fait, ce n'est pas une force qui s'exerce sur les électrons, mais c'est la force qui s'exerce sur les centres cristallographiques chargés plus, de la maille, et qui est une force de Coulomb, parce qu'eux, ils sont fixes, ils n'ont pas de vitesse. C'est une force de Coulomb qui est liée au champ de Hall. Comme elles sont chargées plus, ça veut dire que la force de Coulomb est dans le même sens que le champ de Hall. Et finalement, la force de Laplace, elle, c'est la résultante de toutes les forces appliquées au nœud de la maille cristallographique, et ça donne une force de Laplace qui est dirigée vers la gauche. Alors maintenant, quand on reformule tout ça, ça donne une force de Laplace élémentaire qui va agir sur un petit bout de circuit de hauteur dz. Ça donne I, dl qui va être levé si je prends une petite tranche comme ça, une petite tranche de conducteur, vous avez dl qui va être dirigé comme ça sur cette petite tranche de conducteur, IDL vectoriel.
Donc le dl il est orienté par le sens de I, le courant I on a dit qu'il est dirigé vers le bas, donc I vectoriel B dirigé vers vous, main droite, ça fait bien une force qui elle est dirigée en fait vers la droite. Enfin ma droite, votre gauche. Alors vous comprenez que l'apparition de cette force de Laplace, bien sûr, elle a comme origine la spatialisation des charges qui résulte de l'application de la force de Lorentz sur les électrons libres mobiles. Mais il n'empêche que la force de Laplace, en toute rigueur, c'est quand même une force de Coulomb, parce qu'elle s'exerce sur des charges immobiles qui subissent le champ de Hall, qui lui résulte de la spatialisation parce que les électrons sont libres. Alors, c'est une force d'origine magnétique, mais qui n'est pas en toute rigueur une force magnétique. C'est une force de Coulomb, mais son origine est bel et bien créée par l'existence de ce champ magnétique. Il n'y aurait pas de champ magnétique externe, il n'y aurait pas de spatialisation, il n'y aurait pas de champ de Hall, et il n'y aurait pas de force de Coulomb qui est en fait la force de Laplace. Alors juste, regardez ici, il faut bien vérifier quand même que dimensionnellement ça colle. Là, vous avez Q en Coulomb fois la vitesse en mètres par seconde, hein, et puis vous avez encore fois un champ magnétique en Tesla. Alors ici, est-ce que c'est dimensionnellement correct? Mais I, c'est des ampères, et les ampères, c'est des coulombs par seconde. dl, c'est une petite longueur, infiniment petite peut-être, mais une longueur quand même en mètres. Et vous avez B en Tesla. Donc ça veut dire que les deux formules ici, les deux formules sont bel et bien dimensionnellement équivalentes, hein, correspondant à des newtons. Sauf que celle-là, c'est la reformulation de la force de Lorentz via un mécanisme en fait, qui est quand même un peu plus compliqué que qui dit pas. Alors ça, c'est donc la formule de la force de Laplace. On va l'entourer parce qu'on va pouvoir un petit peu la commenter. Et dans le paragraphe suivant, on va exploiter cette force de Laplace dans un dispositif qui va être un peu le principe, l'ancêtre du moteur à courant continu, puisque tout ça est important sur le plan de la physique fondamentale, mais les ingénieurs ont rapidement compris tout le bénéfice qu'ils pouvaient tirer de cette force de Laplace pour mettre des dispositifs en mouvement dans ce qu'on appelle des machines électriques. Donc ici, le dF, c'est la force élémentaire que subit une petite portion de mon câble conducteur de longueur dl, parcouru par un courant I, le dl étant orienté par le sens de courant, et tout ça évidemment quand le câble est plongé dans un champ magnétique B, auquel cas df est égal à I, que multiplie dl vectoriel B, avec toujours la règle évidemment de la main droite pour calculer le produit vectoriel. À bientôt.